En Finlande, dernière étape de sa tournée européenne, Joe Biden assure que la Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine et que Moscou finira par négocier. 500 millions d'euros pour produire plus de munitions. Le Parlement européen approuve le projet de renforcement des capacités de production afin de soutenir l'Ukraine. La France déroule le tapis rouge aux dirigeants indiens en juillet. Un affront à la démocratie, dénoncent certains députés européens. Le sud de l'Europe se prépare à de nouveaux pics de chaleur. L'anticyclone Cerberus pourrait faire battre des records au thermomètre. Vladimir Poutine ne pourra pas gagner la guerre en Ukraine. Ce sont les mots de Joe Biden, le président américain qui achève sa tournée européenne en Finlande, tout nouveau membre de l'OTAN. Malgré le peu de progrès de la contre-offensive ukrainienne, le président américain s'est dit convaincu que Moscou finirait par négocier. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? And so the idea that there's going to be what vehicle is used, he could end the war tomorrow. He could just say, I'm out. But what agreement is ultimately reached depends upon Putin and what he decides to do. But there is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. Interrogé sur la récente mutinerie avortée du groupe Wagner contre Moscou, Joe Biden a suggéré que le chef du groupe paramilitaire pourrait être éliminé. God only knows what he's likely to do. I'm not even sure, we're not even sure where he is and what relationship he has. If I were he, I'd be careful what I ate. I'd be keeping my eye on my menu. But all kidding aside, who knows? Le voyage du président américain est considéré comme un succès relatif. La Suède est désormais sur le point d'adhérer à l'OTAN et l'Ukraine a reçu de solides engagements de la part de ses bailleurs de fonds occidentaux. Plus d'argent européen pour plus de munitions européennes. Les eurodéputés ont adopté jeudi la loi de soutien à la production de ces armes. Le texte propose une enveloppe de 500 millions d'euros pour financer les capacités de fabrication de munitions d'artillerie, de missiles et de leurs composants. Le projet, proposé en mai par la Commission européenne, a bénéficié d'une procédure accélérée et disposait du soutien de tous les groupes politiques de l'hémicycle, car il s'agit d'aider l'Ukraine face à l'invasion russe. We should not refrain from defensive capabilities support like the one that we are giving with these regulations so that we can have Ukraine not be without the ammunition they need to defend themselves from the aggression. And then there's a specific inserted paragraph about making sure that these extra resources with the increases of ammunition production are meant for Ukraine, and then secondly to then also supply our own storages that have been depleted by supporting Ukraine. C'est la première fois que l'Union finance directement la production d'armes, mais certains eurodéputés ont toutefois quelques réserves, principalement venues de la gauche radicale. So this means that we now have a situation in which the European Union funds not just research and development for arms, not just buy arms, but is also going to fund directly the production of weapons from companies that are making excessive profits already. I mean, the war in Ukraine for weapons companies has been a blessing, you know, so they're making excess profits and we're going to basically subsidize their production. It's a big mistake. This money should go somewhere else, into public services. Hospitals, schools throughout Europe need that money. Cet argent à destination de l'industrie militaire proviendra de 2 fonds dédiés à la politique de défense. Les États membres peuvent aussi compléter cette enveloppe en réorientant des financements obtenus dans le cadre du plan européen de relance. L'adoption définitive est attendue avant la pause estivale. Russian forces are using naval assets to resolve traffic jams at the Kerch Strait Bridge, says the Institute for the Study of War in its latest update. Russian Navy Commander Maxim Rykhlov stated on the 11th of July that the Russian Navy deployed 2 landing ships to act as vehicle ferries at the Kerch Strait after the Russian Ministry of Transport requested the Navy's help of cases of large traffic congestions in the direction of
Crimea. Now, the Institute for the Study of War previously assessed that an influx of Russian tourists to Crimea generated serious traffic jams along one of Russia's most important ground lines of communication, prompting Russian authorities to direct state resources to help tourists move closer to a zone of active hostilities. Crimea, the Black Sea Peninsula that Russia seized from Ukraine and illegally annexed in 2014, has been targeted in repeated drone attacks against naval facilities, railway lines and oil depots. Russian milk bloggers claim that the traffic at the entrance of the Kerch Strait Bridge in Krasnodar region is expected to increase further in the coming days as the summer tourist season is in a full swing. Now, Russian authorities are dealing with pervasive civilian and transport issues to Crimea, partially because of their continued refusal to fully mobilize Russian society into wartime footing, resulting in the continued promotion of tourism to occupied Crimea, despite the fact that it is a legitimate rear area target for continued Ukrainian strikes. Alors que la contre-offensive ukrainienne s'intensifie, les troupes de Kiev utilisent de plus en plus d'armes fournies par l'Occident. Mais la plupart des combats se déroulent encore avec du matériel datant de l'ère soviétique. La promesse de l'OTAN de fournir davantage d'armes a été bien accueillie, mais les troupes en première ligne affirment qu'elles en ont besoin maintenant. Багато чого навчилися, можемо вже навчити і інших. Думаю, ті держави, які нам давали зброю, вони вже у нас на полігоні подивилися, як вона працює, як її можна усовершенствувати. Поэтому мы для них... La décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine suscite la controverse chez certains alliés occidentaux. Mais ce commandant ukrainien affirme que ces armes sont essentielles au succès de la contre-offensive. Я вважаю, що ми маємо право використовувати весь арсенал зброї, який існує для захисту. Ми не воюємо на чужій території. Ми намагаємося звільнити свою землю. Ми хочемо дійти до кордону, закріпитися на кордоні, вигнати ту нечисть. І хай собі роблять в своїй тьму таракані, в тому... Selon les analystes, l'impact réel des armes occidentales ne sera pas visible tant que l'Ukraine n'aura pas engagé la majeure partie de ses forces de combat actuellement en réserve. Alors que la France déroule le tapis rouge pour le dirigeant indien Narendra Modi, le Parlement européen a voté une résolution pour mettre fin aux violences religieuses et ethniques dans l'État de Manipur et demander que les droits de l'homme soient intégrés à tous les domaines couverts par le partenariat entre l'Union européenne et l'Inde. Certains députés européens estiment que cette invitation du président français pour la fête nationale du 14 juillet est un affront aux défenseurs des droits de l'homme et à l'Inde en tant que démocratie. La France et l'Inde entretiennent depuis un quart de siècle une relation stratégique, principalement axée sur l'aspect militaire. Cette visite a d'ores et déjà débouché sur l'achat de 26 nouveaux avions de combat français Rafale et de 3 sous-marins. Après la Russie, la France est le principal fournisseur d'armes de l'armée indienne. Et il faut savoir que l'Inde n'a pas condamné la guerre en Ukraine, entretient de relations commerciales avec la Russie et prône un monde multipolaire. En Italie, train sur les voies de garage et valises des voyageurs chargés de patience ce jeudi. Le trafic ferroviaire a été sérieusement perturbé en raison du début d'une grève des cheminots. Près de la moitié des voyages longue distance ont été annulés. Les travailleurs réclament des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des formations. Alors que la grève devait durer 2 jours, le ministre des Infrastructures et des Transports italien Matteo Salvini a ordonné par décret qu'elle soit écourtée. Elle devrait donc s'achever vendredi midi au lieu de vendredi minuit. Des militants écologistes ont perturbé ce jeudi matin le trafic des aéroports de Düsseldorf et de Hambourg en Allemagne. Ils ont collé leurs mains sur le tarmac pour protester contre l'inaction climatique du gouvernement. Résultat, des retards de vol prévus toute la journée. À Hambourg, 17 décollages et 19 atterrissages ont été annulés. Le trafic n'a pu reprendre qu'après l'intervention des forces de l'ordre. Les aéroports de Düsseldorf et de Hambourg sont les 4e et 5e plus importants du pays. Le sud de l'Europe se prépare à de nouveaux pics de température, mais les habitants ne sont pas les seuls à lutter contre la chaleur.
Dans ce zoo de Madrid et dans d'autres zoos de la région, le personnel s'efforce d'aider les animaux à rester au frais. Pour certains, il s'agit de friandises glacées, pour d'autres, d'un léger arrosage. Ten en cuenta que ellos tienen sus sombras, sus piscinas, sus duchas, lo que no hacen es forzarse. En eso puede que sea mucho más interesante. No tienes que estar trabajando, lo que nos dicen siempre, con las olas de calor, a plena sol, entonces ellos lo hacen de forma natural. Les pays du pourtour méditerranéen et le sud des Balkans sont probablement les régions les plus touchées par l'anticyclone africain Cerberus. Les météorologues annoncent des températures pouvant atteindre 48 degrés ce vendredi. Dans certaines zones urbaines, les autorités mettent en œuvre des plans d'urgence en cas de canicule, notamment en réduisant les heures de travail et en diffusant des alertes téléphoniques. Cette vague de chaleur survient alors que d'autres régions d'Europe se remettent de conditions météorologiques extrêmes d'un autre genre. L'Autriche a notamment été l'un des nombreux pays frappés par des tempêtes qui ont provoqué des vents violents et des inondations ces derniers jours. Jon Izagirre apporte à l'Espagne et l'équipe Cofidis leur deuxième victoire dans le Tour de France. Le coureur basque s'impose en solitaire à Belleville dans le Beaujolais lors de la 12e étape. Il devance le Français Mathieu Bourgodeau et l'Américain Matteo Jorgensen après avoir semé ses compagnons d'échappée dans la dernière ascension du jour, le col de la Croix-Rosier. Au classement général, pas de changement, Vingegaard reste en jaune. Les leaders se sont préservés pour l'arrivée au sommet du Grand Colombier ce 14 juillet avant d'attaquer les Alpes dès samedi.